Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc après cette introduction de mon cher ami docteur Touel, président de l'association de la médecine de famille. Donc c'est à mon tour de remercier vivement les organisateurs, mes amis du bureau et tous mes amis de l'association pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Voilà, donc nous avons eu pas mal de réunions avec moi, avec d'autres confrères concernant les dernières recommandations sur la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et donc, j'ai préféré vous traiter un sujet un peu de gestion pratique, c'est-à-dire on va essayer de voir à propos d'un cas, d'une patiente, comment on peut appliquer ces recommandations nouvelles depuis l'initiation du traitement jusqu'à l'optimisation. Je remercie bien sûr mes amis des laboratoires Cooper pour leur invitation et pour leur soutien à ce congrès et cette prestigieuse manifestation. Alors, il s'agit d'une patiente de 46 ans, donc qui vient pour un bilan cardiovasculaire. Donc, patiente un peu banale qu'on peut voir en médecine générale ou en médecine spécialisée tous les jours. Elle rapporte une notion de pression artérielle élevée lors de sa dernière grossesse. Donc, je vous recommande de bien noter ce détail qui, vous allez voir, va être très important. Durant sa grossesse, elle a été mise sous traitement, puis arrêtée après l'accouchement, puisque la pression artérielle, selon elle, est redevenue soi-disant normale. C'est une patiente qui pèse 73 kg pour une taille de 1,60 m, donc une surcharge pondérale avec un indice de masse corporelle qui est à 28,5 kg par mètre carré. Sa pression artérielle mesurée de façon minutieuse en consultation est de 145/88, en prenant bien sûr les précautions d'usage, donc les 3 mesures après repos et la moyenne des mesures. Sa fréquence était à 87 et il n'y avait rien de particulier. Donc la première question qu'on peut se poser devant ce cas banal qu'on voit tous les jours, c'est que est-ce qu'on va lui dire qu'elle est hypertendue? Donc ça, c'est la première question. Deuxièmement, si on considère qu'elle n'est pas hypertendue, est-ce qu'on va lui dire que vous avez une pression artérielle normale? Ou on va lui dire que bon, vous avez une pression artérielle qui est légèrement élevée, ça c'est parce que vous êtes stressé un peu en consultation, donc certainement chez vous, vous allez avoir une pression artérielle normale et donc vous pouvez la renvoyer chez elle. Donc c'est vraiment l'exemple d'une patiente simple de médecine générale et en principe les recommandations sont claires. Il faut vraiment mettre cette patiente dans une des catégories. Est-ce que cette patiente est réellement hypertendue? Et on va lui dire vous avez une hypertension artérielle et donc on peut être amené à la traiter. Ou bien on va lui dire que vous avez une pression artérielle qui est élevée mais vous n'êtes pas hypertendu, ou bien on va lui dire que vous avez une pression artérielle qui est tout à fait normale. Alors pour cela, je reviens sur les différentes méthodes de mesure de la pression artérielle. Maintenant, on sait très bien que la mesure qu'on effectue en consultation à l'hôpital, dans un milieu médicalisé, est vraiment imprécise. Les études montrent que c'est une imprécision qui peut aller jusqu'à 70%. Donc, vous pouvez mettre les précautions d'usage, vous pouvez être minutieux, mais sachez que la pression artérielle que vous mesurez en consultation, vous pouvez dire que c'est vraiment une méthode très très imprécise. Tellement que maintenant des auteurs vous disent que cette mesure en consultation ne va plus servir à mesurer la pression artérielle et à suivre un hypertendu, elle peut être utile pour dépister
une hypertension artérielle, mais pas pour la suivre et la contrôler. Et bien entendu, les mesures en dehors du cabinet sont les vraies mesures de la pression artérielle. Donc ça, c'est le premier message. Et notamment, c'est une patiente qui peut paraître banale, comme ce que je vous ai montré. Jeune, 46 ans, et qui n'a qu'une petite élévation de la pression artérielle avec une petite surcharge pondérale. Rien de plus anormal. Alors, dans ce cas de figure, on a deux méthodes de mesure. En dehors du cabinet, vous avez la mesure des 24 heures. C'est la plus précise. Malheureusement, elle n'est pas très disponible. Elle peut être disponible dans les cabinets, mais pas très disponible en milieu hospitalier, en médecine collective. Et donc, il y a cette difficulté, il y a cette contrainte que si on veut faire un holter tensionnel, c'est-à-dire une mesure ambulatoire des pressions artérielles, on se heurte à cette difficulté qu'il n'y a pas de disponibilité. Mais c'est la véritable méthode qui est qui semble la plus précise. Au moins, c'est la méthode qui permet de déterminer un vrai pronostic cardiovasculaire. Elle vous donne une mesure sur les 24 heures, le jour et la nuit. Et entre les deux, entre la MAPA des 24 heures et la mesure en consultation, il y a l'automesure. Alors, l'automesure, elle est pas mal. Sauf qu'elle vous donne une pression artérielle d'activité du jour et non pas de la nuit, c'est-à-dire pendant le sommeil, mais elle permet d'approcher le diagnostic d'hypertension artérielle. Donc, faute de disponibilité de MAPA des 24 heures, on peut utiliser l'automesure. Et donc, notre patiente qui peut se présenter dans un premier temps comme ça, et on serait tenté de la classer comme une patiente possiblement hypertendue, qui a une pression artérielle qui est supérieure à 140 et ou 90 mm de mercure. Bien entendu, il faut pas faire cette erreur. Il faut aller plus loin et confirmer cette hypertension artérielle comme il est recommandé. Et donc, on lui demande de nous remplir gentiment le relevé d'automesure. C'est son vrai relevé d'automesure et vous voyez qu'elle a 132 ou 133, hein, c'est la même chose, de pression artérielle systolique et 83 ou 84 de pression diastolique. Donc déjà, on peut lui dire que vous n'êtes pas hypertendu. Donc ça, c'est un premier... Enfin, sur cette automesure, on peut lui dire que vous n'êtes pas hypertendu. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire de plus? On va lui dire que vous avez une pression artérielle élevée. Donc ça, c'est un deuxième message. Donc on va lui dire que, madame, vous n'avez pas d'hypertension artérielle, mais votre pression artérielle n'est pas tout à fait normale ou optimale. Est-ce que c'est intéressant? Donc déjà, il faut lui transmettre cette information concernant son état de santé et il faut lui dire que probablement on va pas commencer un traitement maintenant. Probablement. L'intérêt, c'est quoi? C'est que tout d'abord, il faut lui dire qu'une pression artérielle élevée expose à moindre degré qu'une véritable hypertension artérielle à des complications cardiovasculaires. Déjà, c'est un élément très important. Donc, si on a une pression artérielle qui est supérieure à 120/70, mais inférieure à 140/90, on serait classé dans la catégorie de patients qui ont une pression artérielle élevée, donc une pression artérielle qui n'est pas normale, mais on n'est pas au stade d'hypertension artérielle. Donc c'est ça, donc cette patiente. Et ça expose aux complications cardiovasculaires de la véritable hypertension artérielle, mais à moindre degré. Ceci d'ailleurs a été démontré depuis pas mal d'années sur différentes études, et comme vous voyez, donc cette étude que je vous ai peut-être déjà montrée, qui montre bien que les patients qui ont une pression artérielle systolique moins de 120 mm de mercure ont le pronostic cardiovasculaire qui est le plus faible, et entre 120 et 130, ça grimpe, d'accord? Et entre 130 à 140, ça grimpe. Donc, les patients qui ont plus de 120
ou encore plus de 130, mais moins de 140 de systolique, ont un pronostic cardiovasculaire qui n'est pas optimal. Bien entendu, si on ajoute d'autres facteurs de risque, si on ajoute un mode de vie qui n'est pas sain, donc vous imaginez qu'un patient qui a une pression artérielle élevée, s'il ne fait pas encore attention, il va avoir un pronostic cardiovasculaire plus mauvais. Deuxième point important, la véritable hypertension artérielle expose aux accidents vasculaires cérébraux, notamment hémorragiques, un peu plus que l'ischémique. Et on a tendance à dire que quand ça dépasse 140-90, c'est à ce moment-là qu'on va être exposé à un surcroît d'accidents vasculaires cérébraux. Mais comme vous voyez dans cette étude, j'ai mis la barre en pointillé au niveau de 140 et au niveau de 90, et vous voyez que la pression artérielle qui procure le moindre risque de complications cérébrales, cérébrovasculaires, aussi bien ischémique que hémorragique dans cette ancienne étude, c'est 120-70 et peut-être moins de 120-70. Et lorsque notre pression artérielle monte progressivement, notre risque de faire un accident vasculaire cérébral monte aussi progressivement. Et donc, si on revient au dépistage et au diagnostic de l'hypertension artérielle, dans un premier temps, on aura tendance à dire à madame que vous avez probablement une hypertension artérielle, mais après avoir pris donc la précaution et la prudence de vérifier, et c'est ce qui est recommandé, c'est ce qu'il faut faire pour faire un bon diagnostic de l'hypertension artérielle, c'est de le faire en dehors du cabinet, soit par MAPA de 24 heures, soit par une automesure, et c'est à ce moment-là qu'on va lui dire, vous n'êtes pas hypertendu, c'est la première nouvelle, mais bonne nouvelle, mais une deuxième qui est un peu mauvaise, c'est que vous avez une pression artérielle un peu élevée, et c'est ça le problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire devant une pression artérielle élevée? Ça, c'est une question. Alors, il est recommandé, donc, maintenant, d'évaluer le risque cardiovasculaire. On disait qu'avant, on évaluait le risque cardiovasculaire, quelle que soit l'hypertension artérielle. Maintenant, ça sert à rien. Si vous avez un patient véritablement hypertendu, ça sert à rien d'évaluer son risque cardiovasculaire puisque vous allez le traiter. Donc, ça va pas avoir un impact. Par contre, le patient qui a une pression artérielle élevée, mais pas une hypertension artérielle, ça devient décisionnel parce que si vous le classez comme un patient qui a un risque de complications, là, vous allez devoir le traiter. Et donc, c'est ce qui est recommandé. Il est recommandé d'évaluer ce risque cardiovasculaire et ce risque cardiovasculaire soit en prenant en compte ses antécédents cardiovasculaires, est-ce qu'il est coronarien, est-ce qu'il a déjà fait une complication, ou bien tout simplement, s'il n'a pas fait ça, vous allez essayer de l'évaluer par les scores de risque qui existent maintenant, qui sont disponibles. Alors, pour notre patiente, on a fait son bilan standard et on a trouvé qu'elle a une glycémie, on va dire limite, on va même dire qu'elle est prédiabétique, elle a une hémoglobine glyquée qui reste normale, une légère hypercholestérolémie. Sinon, le reste, elle n'a rien de particulier et un ECG qui ne montre pas d'hypertrophie ventriculaire gauche. Il est capital, et c'est ce que je viens de dire, d'évaluer le risque cardiovasculaire dans cette catégorie dont existe maintenant cette patiente. Bien entendu, on va voir que l'évolution, les patients ne restent pas dans cette catégorie. Ils évoluent aussi et ils deviennent de véritables hypertendus et même plus. Donc, notre patiente, ne présentant pas un antécédent de maladie cardiovasculaire, ne présentant pas une maladie diabétique avérée, ne présentant pas de lésions d'organes cibles, d'hypertrophie ventriculaire gauche, d'albuminurie, de maladie rénale chronique. Donc, on va dire il faut évaluer le score. Alors, il faut évaluer le score et donc le score, on a tendance à ne pas le faire parce que ça prend du temps, il faut aller chercher ces tables, ils sont quelque part dans le bureau, dans l'ordinateur. Alors, je vous recommande maintenant de faire quoi? De faire ça, c'est-à-dire de télécharger cette application qui va vous faciliter le scoring de vos patients. Donc, elle est sur le site de l'ESC, elle est disponible, et si vous l'avez, vous n'avez qu'à
entrer rapidement le genre, donc l'âge, le tabac, la pression artérielle et le cholestérol. Et il vous donne le pourcentage qu'a la patiente ou le patient à faire une complication cardiovasculaire. C'est facile et vous avez toutes les adaptations qu'il faut faire en fonction de la géographie, notre pays, en fonction est-ce qu'il existe ou pas un diabète et ainsi de suite. Donc notre patiente a 6,4% de risque de faire une complication cardiovasculaire dans les 10 années à venir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'est pas à haut risque, donc ça, mais en même temps, elle n'est pas à faible risque. Donc, si elle était à faible risque, les choses auraient été plus simples, mais là, elle se situe quelque part ici. Alors, elle reste intermédiaire. À ce moment-là, on doit tenir compte de ses antécédents familiaux, de ses origines, de son niveau socio-économique. Est-ce qu'elle est suivie pour une maladie chronique, notamment auto-immune ou inflammatoire? Est-ce qu'elle est porteuse d'HIV, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des éléments qui peuvent la monter en risque élevé. Pour les femmes, il y a aussi les antécédents gestationnels. Ça, c'est très important. Donc, si une patiente a déjà fait pendant ses grossesses des problèmes d'élévation de pression artérielle, de diabète gestationnel ou autre, là, il faut en tenir compte. Et donc, pour notre patiente, bien entendu, si vous vous rappelez, elle a rapporté dans son interrogatoire, dans son anamnèse, elle a rapporté comme quoi elle avait fait une élévation de pression artérielle pendant sa dernière grossesse. Ça peut paraître maintenant banal que les gens racontent ça de nos jours, parce que notre style de vie a changé, donc les mariages se font un petit peu plus tard, et donc on se marie plus à 20 ans, on se marie à 30 et à 40. On a du surpoids et donc on a souvent maintenant ces problèmes d'élévation de pression artérielle pendant la grossesse. Et donc ça, il faut en tenir compte parce que c'est un risque de complications cardiovasculaires. Et donc notre patiente, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Elle devient à risque élevé. Il est recommandé de lui proposer dans un premier temps les mesures hygiéno-diététiques, d'accord, strictes. Et si au bout de 3 mois, elle garde une pression artérielle élevée, c'est à ce moment-là que vous allez la traiter. Comment allons-nous traiter cette patiente? Ça, c'est une autre question. Bon, je vous rappelle plus les mesures hygiéno-diététiques, vous les connaissez. Donc, et on passe rapidement. Donc, pensez, quand cela est possible, d'enrichir un peu l'alimentation en potassium, en dehors, bien sûr, d'un contexte d'insuffisance rénale ou d'autres problèmes. Mais ça, c'est la vraie vie. La patiente a été perdue de vue, donc on lui a conseillé ces mesures hygiéno-diététiques et on lui a recommandé de revenir pour contrôler votre pression artérielle et faire un bilan pour voir qu'est-ce qu'il en est. Donc la patiente n'est plus revenue puisqu'elle s'est sentie en bonne santé. Elle a dit que il m'a pas donné de traitement, donc j'ai pas d'hypertension artérielle, donc je n'ai pas à revenir. Donc après 3 ans, elle revient avec une symptomatologie un petit peu banale de céphalée et de dyspnée. Elle aurait été mise donc sous amlodipine qu'elle n'a pas prise régulièrement et on a repris un petit peu tout ce qu'on a fait au départ. On a trouvé qu'elle a pris du poids en 3 ans, donc elle est devenue obèse à 32,8, une pression artérielle qui est franchement élevée en consultation, à 175/98. Là, donc, elle revient, elle devient dans cette catégorie-là d'hypertension artérielle un peu modérée, voire sévère. Alors, qu'est-ce qu'on va lui proposer? Donc, on a, bien sûr, demander un bilan de retentissement. Donc, le bilan initial qu'on avait fait, on l'a complété par l'échocardiographie parce que cette patiente a de la dyspnée d'effort. Et donc, oui, donc, elle était dans un premier temps en prédiabète et là, donc elle est passée en véritable maladie diabétique, comme le montre sa glycémie qui est franchement élevée et son hémoglobine glyquée qui ne laisse aucun doute. Son cholestérol là aussi, donc a grimpé et vous voyez, et même
elle a commencé à installer une maladie rénale chronique puisque son DFG, donc, il est à 75. Donc ça, c'est important de ce suivi. Vous voyez qu'une pression artérielle qui peut paraître banale dans un premier temps, qui ne nécessite pas de traitement, mais qui nécessite une bonne prise en charge. Et c'est ce qui fait défaut dans notre système de santé, surtout un petit peu dans la médecine de collectivité. Peut-être qu'en cabinet de médecine libérale, ça peut être bien organisé, mais dans les hôpitaux, dans les centres de santé, c'est difficile de faire ça. Et donc, on a souvent des patients qui n'adhèrent pas à ce suivi. Et vous voyez le résultat qu'après 3 ans, donc on a un bilan biologique perturbé avec une maladie maintenant diabétique. On confirme par l'automesure qu'il s'agit réellement d'une hypertension artérielle maintenant avérée parce qu'elle dépasse 140-90. Elle a une hypertrophie ventriculaire gauche sur l'ECG et à l'échocardiographie, on confirme qu'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche mais avec une fonction ventriculaire systolique qui reste normale. Donc là aussi, inutile d'évaluer le risque. On sait bien que le risque va devenir très très élevé maintenant chez cette patiente et donc on peut reprendre notre application et prendre donc le modèle pour le diabète. Vous voyez qu'elle est maintenant à 26%. Donc là, ça pose aucun doute, il faut traiter cette patiente, il faut la traiter. Les objectifs maintenant sont clairs. Les objectifs, il y a des objectifs essentiels, mais il y a des objectifs optimaux. Et idéalement, cette patiente, il faut la ramener à une pression artérielle systolique entre 120 et 130 et une pression artérielle diastolique entre 70 et 80. C'est maintenant ce qui est recommandé. Et d'ailleurs, les études nombreuses ont montré que lorsqu'on baisse de moins de 130 la pression systolique chez ces personnes, on a un bénéfice cardiovasculaire net. Et donc, l'usage maintenant d'une bithérapie chez cette patiente s'impose parce que au départ, on pouvait accepter une monothérapie. Si cette patiente était revenue et on a confirmé que les mesures hygiéno-diététiques n'avaient pas marché, on l'aurait mise sous monothérapie. Et à ce stade-là, il y a 3 ans, on l'aurait peut-être choisi pour elle un ARA2 plutôt qu'un inhibiteur calcique. Parce qu'elle était déjà en prédiabète. D'accord? Et vous savez très bien que les traitements qui ralentissent un petit peu cette progression vers la maladie diabétique sont plutôt les IEC, les ARA2, plutôt que les bêta-bloquants diurétiques, un peu moins les inhibiteurs calciques. Ça, pour une première, parce que à 3 ans, on aurait encore accepté la monothérapie. C'est une situation où on peut donner la monothérapie quand on a une pression artérielle élevée qui reste supérieure à 130-80 chez un patient qui a un risque cardiovasculaire élevé. On lui préconise, comme vous le voyez ici, on lui préconise, là, je ne sais pas si vous voyez la flèche, en haut à gauche, il est recommandé de leur donner la monothérapie. Bon, bref, cette patiente, maintenant, elle a besoin d'une bithérapie, bien sûr, pour descendre sa pression artérielle et arriver aux objectifs. Il y a encore des réticents, parce que on a fait pas mal de réunions sur ça, d'autres confrères l'ont fait, mais il paraît des fois facile, quand vous avez un patient qui est sous quelconque monothérapie, d'augmenter la dose. Par exemple, elle est sous amlodipine, allez, je monte à 10 mg. Ou bien, elle est sous losartan, je monte à 100 mg. Ou valsartan, je monte à 160. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut donner un deuxième traitement plutôt que augmenter le traitement qu'elle avait. Et donc, ça, c'est très important. D'ailleurs, vous voyez que si on avait augmenté l'inhibiteur calcique, ça n'aurait pas donné l'effet d'ajouter à cet inhibiteur calcique un ARA2 ou un IEC ou quelconque autre traitement. Il y a un effet synergique entre les bloqueurs du système rénine-angiotensine et les inhibiteurs calciques, puisque tous les deux sont des vasodilatateurs, avec quand même une freination du système rénine-angiotensine et du système nerveux autonome par les ARA. Et donc, les études ont montré, par exemple, ici, une association de valsartan inhibiteur calcique, comme les autres ARA2 avec les inhibiteurs calciques, il y a cet effet donc supplémentaire de l'association par rapport à une dose forte d'amlodipine. Et
le fait d'associer ces deux médicaments permet non seulement d'avoir un effet important sur la pression artérielle, mais ça donne moins d'œdème des membres inférieurs chez cette personne. Toujours dans votre monothérapie, même s'il est acceptable de démarrer des fois avec l'amlodipine, mais pensez aussi aux antécédents, surtout chez les dames. Est-ce qu'il y a une notion d'insuffisance veineuse? Est-ce qu'il y a une notion d'œdème des membres inférieurs? Est-ce qu'il y a une notion de gonflement des jambes lors des voyages au cours de grossesse? Donc, ce sont des personnes qui peuvent vous développer des œdèmes des membres inférieurs. Donc, les ARA2 ou les inhibiteurs calciques, on présente plus leur intérêt. Ça a été largement démontré depuis les années 2000 dans pas mal d'études que vous connaissez maintenant, et je passe rapidement sur ça, aussi bien pour le valsartan que pour l'amlodipine. Il aurait été intéressant, si cette patiente était venue il y a 3 ans, de la mettre plutôt sous ARA2, plutôt que sous inhibiteur calcique. Il y avait cette histoire de prédiabète, mais il y avait aussi le fait que les médicaments, dans une monothérapie, les ARA2 se présentent comme étant les médicaments qui donnent le moins d'effets secondaires, et donc on persiste plus sur ces traitements que sur d'autres traitements. Donc probablement que la patiente n'a pas adhéré à son traitement pour ce problème-là, et il faut savoir que si on le fait pas, donc on expose à un surcroît de risque de complications cardiovasculaires rien que par cette non-persistance. Le deuxième point, et d'ailleurs je l'ai dit, le fait qu'elle avait une glycémie limite 1.07 qui permet de la définir dans la catégorie d'état prédiabétique, il aurait aussi été intéressant de la mettre sous bloqueur du système rénine-angiotensine, un IEC ou un ARA2, donc plutôt que de la mettre sous autres traitements qui sont soit neutres comme un inhibiteur calcique ou qui sont même des médicaments qui peuvent accélérer ou précipiter un petit peu le passage vers une vraie maladie diabétique comme les bêta-bloquants ou les diurétiques. Et ça a été largement démontré aussi. Donc notre patiente, on a considéré quand même qu'elle a l'amlodipine, donc et on lui a ajouté bien sûr un ARA2 ici, le valsartan, donc pour son hypertension artérielle, une association fixe puisque ça existe maintenant sur le marché. Une statine, vu son état de cholestérol, des mesures réginodiététiques, et l'endocrinologue donc qui l'a prise en charge, il a jugé nécessaire de la mettre sous metformine et un peu d'insuline, quoique on n'est pas, on n'adhère pas nous beaucoup à l'insuline qui permet de baisser la glycémie, mais sans autant protéger bien le système cardiovasculaire contre les complications. Et donc, on préconise nous plus d'aller vers les nouveaux traitements que de se précipiter rapidement vers l'insuline. D'ailleurs, ça a été donc rattrapé lors des consultations suivantes. Une association de valsartan d'amlodipine, de condersartan amlodipine, de ramipril amlodipine ou de valsartan amlodipine hydrochlorothiazide, vous voyez que lorsque vous utilisez des combinaisons fixes, vous avez une meilleure persistance que si vous utilisez une combinaison libre. Donc ça a été dit depuis longtemps, et maintenant il y a des études qui sont récentes. Regardez ici une étude dans le journal Hypertension donc 2023. C'est très récent que vous voyez que lorsqu'on utilise la bithérapie, on a une meilleure persistance. On a une meilleure persistance et donc on a un bénéfice cardiovasculaire. Regardez que la mortalité des personnes qui utilisent les bithérapies fixes toujours inférieure aux patients qui donc utilisent les combinaisons libres. Et bien sûr, une meilleure adhérence donc égale un meilleur pronostic cardiovasculaire à 10 ans, comme le montre bien ce registre. Donc revenons à notre patiente. Notre patiente a été revue 1 mois après, elle va mieux, elle a repris sa marche, son automesure est plutôt rassurante, 132 sur 80. Puis, elle est plus revenue, cette patiente, encore une fois, elle est partie avec sa bithérapie et elle a décidé de ne plus reprendre. Donc, on a souvent ça, nous, en médecine d'hôpital. Vous, certainement, vous avez des patients qui sont un petit peu plus fidèles en consultation de médecine libérale qu'en médecine hospitalière.
Et donc, elle a été perdue de vue. Heureusement qu'elle n'a pas interrompu son traitement, mais elle vient en consultation avec des chiffres qui n'étaient pas intéressants, 150 sur 92. On lui fait une automesure, elle est à 138, donc on décide d'augmenter un petit peu notre valsartan à 160 amlodipine. On la revoit, ça ne marche pas, après un mois, toujours une automesure. Alors, j'ai maintenant l'habitude, moi, de leur donner des fiches d'automesure, donc, et lorsqu'ils viennent en consultation, ils viennent toujours avec une automesure. C'est au lieu de les faire venir, donc une fois vous avez un patient qui commence à s'habituer à la consultation, il doit venir avec son automesure. Une automesure vaut mieux qu'une dizaine de mesures en consultation, même si vous faites les précautions que vous voulez. Et donc, elle revient avec son automesure. Ce n'est pas encore optimal. On est à 170. Alors, est-ce qu'il faut ajouter un diurétique ou pas? Alors, je décide de faire une MAPA pour voir est-ce que réellement cette automesure, parce que des fois, l'automesure, elle aussi peut ne pas être... j'ai bientôt fini, donc c'est quelques dernières diapos. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une MAPA. Alors, la MAPA, voilà. Donc, la MAPA, elle nous donne véritablement que la moyenne est de 140-71 et elle nous dit que la patiente est non d'hyper. Regardez, la pression de 24 heures, la pression moyenne du jour et la pression moyenne de nuit qui tombe pas. Et je vous montre donc le tracé. Et là, vraiment un tracé où la pression artérielle la nuit ne descend pas. Et donc, on est un petit peu perturbé, on l'interroge, puis on interroge un peu la personne qui était avec elle. Véritablement, elle renfle. Bon, ils savent pas est-ce qu'ils font des pauses ou pas. Et donc, finalement, là, quand vous avez ça, essayez d'envoyer vers, bien sûr, le diagnostic du syndrome d'apnée du sommeil. Et c'est ce qu'on a fait. On a envoyé cette patiente pour le spécialiste. Il a fait un enregistrement et il a trouvé un syndrome d'apnée du sommeil. On a fait un Holter, on a trouvé quelques extrasystoles, mais sans FA. Donc, et une lettre à l'endocrinologue pour plutôt lui recommander de la mettre sous GLP-1 pour baisser un petit peu son poids. Et la dernière consultation, il y a eu une perte de poids et à l'automesure, donc elle a été appareillée bien sûr, et à l'automesure maintenant, elle est trop basse à 115 sur 62. Donc ça nous a même permis de réduire un peu son traitement à l'association 85 mg pour vous dire que c'est fréquent, presque, on va dire 60% lorsque vous avez une résistance au traitement de l'hypertension artérielle, une hypertension artérielle difficile à contrôler, vous êtes sur 60 à 70%. Et ce qui est important, c'est lorsque vous appareillez ces personnes, à condition qu'ils soient bien sûr observants de l'appareil qu'ils prennent la nuit, ça permet de baisser la pression artérielle et il y a un effet qui se conjugue, un effet adjuvant du traitement et de l'appareillage, bien sûr, du syndrome d'apnée du sommeil. Et pensez à cela. Bon, on nous dit de penser à ça quand l'hypertension artérielle est résistante, mais moi j'ai des fois l'habitude de le faire même donc dans la deuxième ou la troisième étape pour ne pas passer à côté de ça parce que ça permet de diminuer cette escalade thérapeutique. Je vous remercie pour votre attention.